Michelin annonçait dans un grand fracas de trompette en mai dernier mettre en place un salaire décent pour l'ensemble des 135 000 employés de l'entreprise. Mais en novembre de la même année, le ton a clairement changé. Les usines qui ferment, c'est devenu chose commune en France. Mais quand c'est Michelin, ça fait toujours plus mal. Croyez-moi très bientôt, parce que s'il n'y a rien de concret, on arrive à Paris. On viendra armé. L'entreprise est une de celles qui a le plus la cote en France, notamment grâce à l'ancrage de la boîte dans l'histoire et dans la géographie du pays. Mais si elle a aussi la cote, c'est parce qu'elle a créé un mythe industriel. Pour vous en convaincre, il suffit de voir qu'une bonne partie des abonnés de la chaîne viennent d'un seul short, qui n'est rien de plus qu'un extrait de discours de François Michelin, le gérant emblématique de l'entreprise. Et des commentaires, il y en a eu beaucoup, et certains m'ont beaucoup touché comme celui-là. Et tous témoignent que cet homme a su prouver qu'il était concerné par le sort des gens qui travaillaient pour lui. Mais ça, en fait, c'est parce que ça fait partie d'un grand schéma pour contrôler les masses ouvrières, le paternalisme industriel. Au-delà du nom de paternalisme qui fait peur, j'avais initialement beaucoup de mal à comprendre, comme vous, ce qui était mal là-dedans. Et visiblement, j'étais pas le seul. Donc, j'ai fait mes recherches. Alors, est-ce que le paternalisme c'est bien ou est-ce que c'est mal? Laissez-moi vous expliquer ce que j'ai trouvé, mais vous risquez d'être surpris de ma conclusion. La révolution industrielle au XIXe siècle en France a fait basculer la société d'une dominante agraire et artisanale à une société à dominante commerciale et industrielle. Les progrès de la médecine dans les années 1790 et la raréfaction des famines ont engendré un boom démographique. Couplé au boom ferroviaire des années 1840, les distances se sont alors contractées pour le commerce et l'industrie, et le pays a changé brutalement de visage. Les ruraux se sont alors déplacés en ville pour échapper à la misère, et ainsi une nouvelle classe sociale apparaît, même si elle n'a pas encore conscience d'elle-même, à savoir la classe ouvrière. Mais les conditions de vie sont très dures. Les chiffres témoignent d'une explosion du nombre de personnes casées dans les villes. Dans ce rapport de 1840, Villermé décrit une augmentation de 20% du nombre d'ouvriers dans la fabrique de Mulhouse entre 1834 et 1835. Et l'extrême majorité se loge en ville. Je vous ai dit plutôt que la révolution était brutale. Il faut comprendre à la fois soudaine, mais aussi extrêmement violente et complètement déréglée. Plus loin, dans le même rapport, Louis-René Villermé décrit la misère de l'enfant de 5 ans à 5 sous par jour pour 15 heures de travail. Il est nourri d'un morceau de pain et, ajoutant à l'exténuation du travail celle de la longue étape du matin et du soir, il vivait en pénurie de sommeil, de nourriture et d'habits. Affamé, transi, épuisé, battu, il mourait vite. Et les pays d'industrie textile se plaignaient d'en manquer. Le rapport fait alors grand bruit, mais dans l'immédiat, il n'y a aucune réaction. À peine une petite loi, la loi Laurent-Cunin-Griden, qui stipule seulement que les enfants devront, pour être admis au travail, avoir au moins 8 ans. Et franchement, face à l'horreur que décrit ce rapport, la réaction française est assez décevante. Surtout qu'en Allemagne, Bismarck met un peu plus tard en place, en 1883, une assurance maladie, dans la foulée une assurance pour prévenir les travailleurs contre les accidents du travail, et en 1889, une assurance vieillesse. En fait, beaucoup des actions se font plutôt à l'échelle des entreprises, en France, dans ce mouvement qualifié de paternaliste. Par exemple, à l'usine Meunier, à Noiselle, le patron Émile Justin Meunier fait construire des logements qui sont à la fois salubres, voire même confortables pour les ouvriers en 1874. Et à ça, il fait ajouter des infrastructures de base qui manquent partout ailleurs, comme des bains-douches, des cabinets médicaux pour assurer la santé de tous, et ajoute une école pour les enfants dès 3 ans, ce qui est un changement dramatique. Il met également à disposition des magasins qui sont un peu moins chers qu'ailleurs, et même une maison de retraite, tout en faisant attention à l'esthétique du lieu et à sa praticité. Là, par rapport à ce que je vous ai lu plus tôt, c'est déjà le jour et la nuit. Et à ce niveau-là, c'est quand même compliqué de comprendre comment ce que je vous ai décrit peut être mauvais, étant donné que ça change radicalement la condition de vie des ouvriers. C'est pour ça qu'il faut nous concentrer sur la mise en pratique du paternalisme, pour comprendre ce qu'on pourrait lui reprocher. Il faut savoir d'abord que la motivation du paternalisme industriel est triple. Premièrement, elle est pragmatique. Il faut attirer et conserver une main-d'œuvre qualifiée, car à l'époque, les turnovers, c'est-à-dire le renouvellement de la masse ouvrière, dépassent les 10% par an, ce qui rend à la fois impossible la formation d'ouvriers qualifiés sur le long terme, et également la planification de la production. Comme vous ne savez pas si demain vous allez avoir un travailleur sur la ligne, il est impossible de pouvoir investir sur celle-ci.
L'objectif, ainsi que le décrit du coup le conseil d'administration de la houillère de la Grande Combe, qui est un site hyper connu à l'époque, l'objectif est d'attirer le bon ouvrier, c'est-à-dire l'ouvrier laborieux, rangé et père de famille. La seconde motivation est politique. Les ouvriers ne mangent pas leur faim et vivent dans des taudis. Face à ces conditions de vie qui sont horribles, des patrons redoutent la montée des idées socialistes et donc des révoltes. Ils préfèrent donc prendre les devants en supprimant les causes du mécontentement de la classe ouvrière, à savoir l'instabilité, l'insécurité et les problèmes de logement. Et enfin, il faut l'avouer, une des motivations du paternalisme est aussi humaniste. La misère de la classe ouvrière la pousse dans le vice. La prostitution, l'alcoolisme, le vol, la violence sont des exemples communs chez Zola par exemple, et beaucoup espèrent lui donner de meilleures conditions de vie et la ramener dans le droit chemin, ce qui à son tour lui donnera de meilleures conditions de vie. Et c'est notamment le combat du catholicisme social, qui fait suite à l'encyclique des Rerum Novarum du pape Léon XIII. Les Michelin, les Schneider sont tous de fervents catholiques et ne sont probablement pas étrangers à ce mouvement. A noter aussi qu'un homme qui est plus moral dans leur idée est aussi un homme qui travaille mieux et qui est à la fois plus fidèle à son foyer et à son entreprise, ce qui est un win-win pour l'entreprise et pour l'ouvrier. Et pour accomplir ce triple but, la première matérialisation du paternalisme est donc l'octroi d'avantages sociaux nombreux pour attirer les ouvriers et les ruraux dans leur usine. Ça commence généralement par un salaire élevé, celui de Michelin à Clermont est égal à celui des ouvriers parisiens par exemple, avec également des assurances contre les accidents du travail, contre la maladie, une caisse de retraite, le tout étant financé à la fois par l'épargne de 2% du salaire qui est imposée aux ouvriers, mais aussi par les dons du patron. C'est donc un gage de sécurité et de confort à long terme, ce qui est un luxe pour la classe ouvrière à l'époque. Pour vous donner une référence, je vous rappelle qu'à peine 20 ans auparavant, Hugo prononçait son fameux discours contre la misère. Il y a dans Paris, dans ces faubourgs de Paris que le vent de l'émeute soulevait naguère si aisément, il y a des rues, des maisons, des cloaques, où des familles entières vivent pêle-mêle, hommes, femmes, jeunes filles, enfants, n'ayant pour lit, n'ayant pour couverture, j'ai presque dit pour vêtements, que des monceaux infects de chiffons en fermentation, ramassés dans la fange du coin des bornes, espèces de fumier des villes, où des créatures s'enfouissent toutes vivantes pour échapper au froid de l'hiver. Voilà un fait. À cela s'ajoutent également les infrastructures de loisirs, des clubs de sport, une piscine, des clubs de musique, des cours du soir, et surtout de nombreux aménagements dans les villes-usines. L'exemple le plus connu, par exemple, est l'ASM qui, avant d'être l'association sportive montferrandaise, était l'association sportive Michelin. Et les ouvriers ont également accès à des magasins qui leur permettent d'acheter le nécessaire à des prix réduits. Ils ont accès à une gare, à une église, à un hôpital, à une école pour les enfants de tout âge, ce qui à nouveau est une avancée que l'on ne mesure pas à sa juste valeur. À nouveau, 20 ans auparavant, Hugo publiait ses lignes dans Mélancolia. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit? Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit, ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules. Ils s'en vont travailler 15 heures sous des meules, ils vont de l'aube au soir faire éternellement dans la même prison le même mouvement. Mais tous ces avantages ne vont pas sans un contrat social d'un nouveau type qui justifie l'appellation de paternalisme. Le contrat passé est souvent vu par les critiques comme celui d'un père, le patron, avec ses enfants, qui sont les ouvriers. Le patron doit en effet faire attention et protéger les ouvriers via les aides sociales, en ayant même une attention pour chacun d'eux au cas par cas. On peut voir dans ce genre de contexte-là, par exemple, le patron qui discute naturellement avec des ouvriers comme si c'était quelque chose de normal, alors que jusque-là, dans le système capitaliste classique, c'était quelque chose de totalement impensable. Mais, comme un père avec ses enfants, le patron est aussi celui qui moralise, et donc qui contrôle la vie des ouvriers, même au-delà du cadre strict du travail. Et puis, de toute façon, si vous travaillez à l'usine Michelin ou Schneider à l'époque, c'est aussi que vous vivez dans une maison Michelin ou Schneider, que vos enfants vont à l'école Michelin, que vous faites du sport au club Michelin, etc. Et vous allez même aller à l'église Michelin ou Schneider, car cela est bien vu, à savoir que Madame Schneider donnait pour toute conversion au catholicisme 100 francs, 100 kilos de pommes de terre et un demi-porc, et donc tout naturellement, on vous demande de commencer votre prière jusque dans l'intimité de votre maison, par demander la protection de la famille Michelin au bon Dieu. On demande donc aux ouvriers de se conduire de manière morale, l'alcoolisme est puni, les unions irrégulières sont punies, et les fréquentations socialistes, bien sûr, le sont aussi.
Ces mauvaises conduites sont sanctionnées de perte de subventions ou de renvoi, ce qui n'est pas sans conséquence quand on perd avec son emploi à la fois sa maison, l'école de ses enfants, sa retraite, son assurance maladie, etc. Et puis, naturellement, dans les villes paternalistes, vous ne trouverez pas de cabaret ou de café, puisque ça rend à la fois alcoolique et socialiste, ce qui revient même. Oui, c'est une petite boutade. Il y a donc un contrôle assez sévère qui va jusque dans les loisirs qui se doivent être corrects, sport, art et jardinage pour caricaturer. Le contrôle se fait également via des sanctions positives, via des récompenses pour les maisons les mieux décorées, pour les ouvriers les plus travailleurs et pour les enfants les plus forts à l'école. Et d'ailleurs, si le foyer et la famille sont au cœur du système paternaliste, s'il y a une chambre pour les parents uniquement dans les maisons Michelin et Schneider, ce qui est assez nouveau à l'époque, ce n'est pas un hasard. Le but est clairement d'assurer une reproduction des travailleurs et de les former dès le plus jeune âge. Et ce n'est pas non plus un hasard si tout est fait pour retenir l'ouvrier chez lui, avec un jardin à travailler, un foyer accueillant, une chambre pour retrouver sa femme. Ça permet d'éviter qu'il aille au cabaret s'encanailler et au café se convertir au socialisme. Il y a donc un contrôle de la vie de l'ouvrier, de l'usine jusqu'à sa chambre à coucher, de son travail jusqu'à sa vie spirituelle, ce qui est un peu oppressant, il faut l'avouer. J'étais dans un bistrot, place de Lille. J'étais en train de siroter un Diabolo grenadine. Et je ne sais pas qui, 2-3 jours après, on dit « Il ne faut quand même pas vous afficher à la terrasse de bistrot en train de boire des canons. » Alors ça m'a un peu étonné, mais en guise de canon, lui il pensait à un verre de rouge, et moi je pensais grenadine. Même si vous êtes catholique et de droite, il suffirait de remplacer les valeurs catholiques traditionnelles par les valeurs d'inclusion de la gauche moderne pour vous rendre compte qu'il y a un problème. Oh, pourquoi ça pue? Et forcément, cela mène à des critiques, et notamment du camp socialiste qui vont accélérer la chute du paternalisme, ou du moins sa mutation. Le début du XXe siècle voit le paternalisme industriel s'essouffler. La fin de son âge d'or est causée par les critiques qui lui sont adressées et par son remplacement progressif par l'État-providence. La critique des socialistes est portée sur le contrôle mais aussi sur une prétendue collaboration entre patronat et prolétariat dans une logique de maximisation du profit qui profiterait aux patrons comme aux ouvriers. Mais cela empêcherait aussi une lutte des classes qui empêcherait les ouvriers d'atteindre une plus grande égalité avec leurs patrons. Alors, autant la critique sur le contrôle de la sphère privée peut me paraître cohérente, autant celle-ci me paraît un peu osée, surtout que il ne peut y avoir de paternalisme sans consentement, ainsi que le rappelle Michel Perrault, et de plus, les ouvriers évoluent dans la hiérarchie au cours de leur carrière, parfois jusqu'à des postes de cadre. Cela montre bien que le rapport entre les classes dominantes et les classes dominées n'est pas si hermétique que cela puisse paraître. Et enfin, les conditions de vie des ouvriers se sont nettement améliorées grâce au paternalisme. Les critiques, même encore aujourd'hui, sont assez déroutantes, je vous l'avoue. On en arrive à des études, par exemple, qui ajoutent dans les moyens de contrôle des ouvriers l'exemplarité du patron et la participation au résultat. Comme si François Michelin, qui travaille comme ouvrier anonyme pendant 2 ans en 3-8 comme ouvrier ajusteur à l'atelier de poids lourds, était un affront pour les ouvriers. Au contraire, c'est quelque chose qui nous manque aujourd'hui. Quant à la participation au résultat, je vous avoue que je sais même plus quoi dire. Toujours est-il que la contestation monte, notamment chez Schneider à la fin du XIXe siècle, et aussi poussée par le mouvement syndicaliste consacré par la loi Waldeck-Rousseau de 1884. Si les patrons essaient d'abord de trouver des solutions non violentes, cela finit généralement en émeute. En Camargue, à Salins-de-Giraud en mars 1906, après 1 mois et demi de grève, les 1200 habitants de la cité Solvay perdent leur travail et leur logis, et munis d'un bon de transport, ils sont conduits sous escorte militaire jusqu'à la gare. Enfin, les derniers clous au cercueil du paternalisme industriel sont les lois sociales qui passent petit à petit au gouvernement et qui déplacent le rôle des patères, des mains des patrons, à celle de l'État ou de la patrie. La loi sur les accidents de 1898, une loi sur le repos hebdomadaire en 1906, une loi sur les retraites en 1910 sont autant de lois qui rendent l'action bienfaitrice du patron de plus en plus caduque et donc décroissent sa légitimité et son autorité. Le paternalisme tient plus longtemps chez Michelin, mais il s'éteint pour de bon en 1967 quand Michelin doit céder ses écoles à l'État.
J'ai dit s'éteint, mais tout se transforme dans les faits. Et le paternalisme lui-même peut être vu comme une transition entre une société féodale, les patrons succédant aux seigneurs locaux, et un état-providence. Nous l'avons vu, la charge sociale s'est transférée des patrons à la patrie, et pareil, l'injection de la moralité elle-même n'a pas disparu, même si elle est aujourd'hui plus diffuse. On pourrait alors parler du managérialisme comme nouveau paternalisme, mais je veux plutôt aller dans un autre sens. Tocqueville, dans le livre 4 de la démocratie en Amérique, décrit comme le souci de l'égalité abaisse les puissants et donc les pouvoirs intermédiaires pour confier en démocratie tous les pouvoirs dans les mains de l'État. L'égalité uniformise également, faisant penser aux citoyens qu'ils peuvent se débrouiller seuls, puisque de toute façon, en démocratie, votre voisin n'est pas meilleur que vous. Cela développe donc l'individualisme et donc la recherche du bonheur personnel devient la seule préoccupation de chacun. L'accumulation de ces deux conséquences amène les citoyens à déléguer tous les pouvoirs à un État, en s'intéressant de moins en moins à la politique et de plus en plus uniquement à leur propre petit bonheur. Cet État qui contrôle tout est alors légitimé par le bonheur et le confort matériel qu'il apporte aux citoyens. C'est ce que Tocqueville appelle le despote doux, ou encore le despote paternaliste. En résumé, les socialistes n'ont fait que déplacer le problème de domination. Avant c'était un patron, maintenant c'est une élite ou un politicien de carrière. La seule différence, c'est qu'avant vous aviez un dominant qui coulait si la boîte coulait. C'était notamment une des particularités de Michelin. Alors que si un président coule un pays, il n'y a aujourd'hui aucune conséquence pour lui ou ses prédécesseurs. Et en plus, comme le montre bien cette étude sur Michelin, la mission de l'entreprise est passée de responsabilité envers les salariés à responsabilité envers les parties prenantes et l'environnement. Donc non seulement on se confie à des politiques qui n'ont rien à perdre à laisser couler l'industrie, mais en plus on a demandé à nos patrons de n'avoir pour seule responsabilité que leurs actionnaires et l'environnement. Autant dire qu'on s'est tiré une balle dans le pied. Et visiblement, j'ai l'impression d'être le seul sur internet à avoir ce constat-là. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, pour rester dans la politique et voir comment ruiner l'industrie d'un pays, vous pouvez aller voir cette vidéo qui donne les clés de compréhension de l'affaire Alstom. Vous allez voir que ce n'est pas avec des arnaques simples et basiques qu'on vole à un pays son fleuron le plus critique.